je suis d'accord avec elle, oui, effectivement, il y a ce réflexe de survie des CSP+, et plus. Bon, le cas extrême étant d'aller acheter des îles au fin fond de je sais pas où, en Nouvelle-Zélande pour se protéger. Bon, mais à une échelle plus, on va dire, massive, au sens les 10% du haut, oui, bon, après, voilà, qui ne voudrait pas aussi mettre ses enfants à l'abri, etc. Bon, une résidence secondaire ou avec un petit potager où on se replierait au cas où. Oui, il y a ces réflexes-là, il y en a qui m'en parlent. Pour tout dire, alors moi je suis pas CSP++, mais plutôt plus tout court. J'ai investi dans une coopérative agricole avec une charte agroécologique. L'occasion de faire un don aux enfants en me disant que bon bah voilà, c'est un investissement voilà, avec zéro rendement des agriculteurs et dont le seul bénéfice c'est une déduction fiscale parce que c'est une ESUS. Donc c'est l'ESUS FEV, Fermes en Vie. Voilà. Bon, bref, vous pouvez regarder Fermes en Vie. Le projet m'a plu et effectivement dans un coin de ma tête je me dis bah au moins mes enfants auront un bout de terre. Bon voilà. Donc voilà, Pauline a raison. Hein, ouais. Et je suis peut-être pas exemplaire. La question de la féodalisation qui est un peu liée quand même. Oui, alors ça supposerait qu'on redevienne une société très agraire, essentiellement besoins primaires. Et effectivement, bah, la disparition de la petite paysannerie se confirme année après année. Il y a de moins en moins d'exploitants indépendants, des exploitations de plus en plus grandes, de plus en plus possédées par des grands groupes et des oligarques et tout ça. Rien ne semble inverser la tendance et un futur où des grands groupes auraient la main mise sur les terres agricoles, les grands distributeurs, etc., les boîtes agroalimentaires, ce n'est pas à exclure. Tout comme pour leur pur intérêt personnel, ça n'exclut pas qu'ils, par exemple, qu'ils replantent des haies, parce que ce serait durable et profitable, qui placent des salariés sur des petits lopins, des petites, voilà, de 1 ou 2 hectares. Bon, ça c'est un futur plutôt lointain peut-être, mais effectivement, alors des salariés ou des serfs, je sais pas, mais bon, bref, la frontière peut être fine. Oui, je pense que c'est un avenir envisageable et celui qui le développe dans notre communauté le plus, là, sur ces histoires de féodalisme et de latifundia, c'est Laurent Hayet, que vous connaissez peut-être. Voilà, Laurent développe largement plus ce genre de scénario avec des trucs de type vous inquiétez pas, Bolloré ou Bernard Arnault veillent sur vous. Oui, avec la mainmise des oligarques. Merci Cyrus. On va du coup passer à une question du public, de Louise, qui, je vous la lis. Le problème de ces mesures, et notamment de la ZFE, dans la zone à faible émission, c'est qu'elles sont discriminatoires. À Grenoble, ils ont par exemple mis en place la suppression des voitures essence-gaz qui consomment beaucoup d'ici à 2025-2030. Petite question, elle n'était pas tout à fait sûre. Et ont ensuite pour projet de rendre la voiture électrique obligatoire. Quid des populations défavorisées, obligées de changer de voiture plusieurs fois? Quid des campagnes et des personnes qui n'ont pas d'autre moyen que la voiture? Comment accompagner vers le changement sans laisser pour compte les classes populaires, les sans-papiers? Question assez importante et d'actualité. Loïc, peut-être en premier. C'est ce que je disais sur le diable est dans les détails, c'est-à-dire qu'en fait, alors, j'ai un frère qui travaille sur un service route. En fait, la solution, c'est d'abord on réfléchit au maillage territorial sur les transports en commun, sur les parkings relais, tampons, etc., sur la disponibilité des vélos, des moyens de locomotion alternatifs qui permettent déjà d'améliorer la situation. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, on peut mettre en place ou réfléchir à des zones à faible émission parce que du coup, on accélère la transition vers des véhicules propres. En sachant que moi, je suis toujours pour des gradations parce qu'en fait, le marché de la voiture neuve ne peut fonctionner que si le marché de la voiture d'occasion fonctionne. Parce qu'en fait, il y a un phénomène de déversement. Et typiquement, si vous interdisez à un moment donné le diesel, euh,
les gens qui ont un diesel ne peuvent plus vendre, donc ne peuvent pas acheter de voiture neuve qui est électrique. Et donc, il vaut mieux des mesures graduelles, etc., qui vont éliminer au fur et à mesure le parc, plutôt que des mesures comme ça ultra brutales qui ont des effets pervers et anti-redistributifs. Et toute la question, c'est d'arriver à réfléchir. Mais je pense que si on fait en ordre que je viens de dire, on évacue pas mal le problème des inégalités sociales. Mais il ne faut pas le faire de manière brutale. Il vaut mieux le faire. Il vaut mieux, mais paradoxalement, on n'a pas le temps. Ok, merci. Ouais, c'est tout à fait clair. Cyrus, peut-être tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? Non, ça va être très court parce qu'à la fois la personne qui a posé la question, très bien formulée et argumentée, et Loïc en savent plus que moi, si ce n'est à un moment, voilà, c'est une question très angoissante. Déjà, qui m'habite régulièrement. J'ai la chance de ne pas être dépendant de la voiture, mais 70-80% des Français le sont, dépendants de la voiture. Et en sortir, parce que je pense que la solution, ce serait d'en sortir. Une fois qu'on dit que la voiture électrique, c'est trop cher et tout ce qu'on vient de dire, c'est d'en sortir. Ça prend, ou en sortir à 80%, on va dire, ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend minimum 60, 70, 100 ans, parce que c'est des questions d'aménagement du territoire, voilà, qui se résolvent pas en un. J'ai pas de bonne réponse à ça. Oui, alors il y a quand même des études et des travaux sur les voitures qui. Enfin, il faut quand même qu'on se rappelle qu'une voiture, c'est juste quelques roues, des sièges et un moyen d'aller d'un point à un autre. Et ça, pour moi, on le fait pas assez rentrer dans le débat, mais c'est une intervention sauvage. Cyrus, vas-y. Oui, pardon. Non, pardon, oui, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, mais tu as raison, parce qu'il y a des véhicules intermédiaires qui permettraient. Alors, parce que vélo, marche, tout ça, c'est des courtes distances. Peut-être des véhicules intermédiaires qui permettraient de chercher des distances jusqu'à, je sais pas, 10, 15, 20 km, j'en sais rien. Donc, non, tu as effectivement, ma réponse était peut-être un peu fataliste. Et donc, ça relève peut-être un peu plus de problèmes sociétaux et politiques que de problèmes purement physiques et géographiques. Ouais. Alors oui, parce que pour vivre dans une ville allemande où le vélo est bien développé, 10, 15, voire 20 km, c'est carrément culturellement faisable en vélo sans assistance électrique presque. Peut-être que la charnière se situe autour de 15 km ou 12 km pour passer à de l'assistance électrique en vélo. Et ensuite, tous les véhicules intermédiaires permettent d'étendre ça largement, 30, 50, 60 km. Je pense. Je ne suis pas un spécialiste de la question, j'explore. Et Loïc veut parler, donc j'ai peut-être dit des conneries. Non, je voulais revenir là-dessus. En fait, le problème, c'est que socialement, aujourd'hui, il y a une étude qui est parue là, il y a quelques jours qui montrait que jusqu'à 400 km, le plus rapide, c'est la voiture et le moins cher. Et tant qu'on a cette réalité-là, les gens ne changent pas. Après, effectivement, paradoxalement, jusqu'à 20 km, tu t'aperçois que le vélo, et le vélo à assistance électrique pour moi, parce que je suis cardiaque, est largement plus, est quasiment aussi rapide que la voiture. Et je le vois bien parce que les profs de gym dans mon lycée ont lancé un petit concours là où on doit tous prendre le vélo et marcher à pied dans la semaine. Et j'ai des collègues qui découvrent que, c'est assez marrant, qui découvrent qu'on peut aller plus vite en vélo qu'en voiture, surtout dans une ville embouteillée. Mais c'est comme ça, c'est assez étonnant. Et je pense que c'est aussi un problème de désirabilité sociale et de représentation sociale. C'est-à-dire que lorsque je discute avec des jeunes, pour eux, la voiture, c'est encore important. Pour moi, c'est juste effectivement un endroit, un truc pour aller d'un point A à un point B. Je mets aucun désir dans ma voiture. Oui. Je vais juste te mettre une remarque, parce que là, je suis frustré de ne pas intervenir. Ah, vas-y. Non, mais juste, sur cette question-là, on a des interrogations, donc adaptation radicale. Le fait qu'on doive abandonner des attributs sociaux désirables et avoir plus d'efforts physiques, ça fait partie, en fait, des vérités difficiles à entendre pour tout le monde, quelle que soit sa classe sociale, riche, pauvre, etc. Des trucs qu'on ne veut pas entendre parce que c'est pénible de faire l'effort physique et c'est pénible de perdre des attributs sociaux. Pourtant, ça fait partie des choses pour lesquelles il n'y a pas d'alternative.
Il y a des alternatives sur les modalités, sur la manière dont on le fait, dont on conçoit, dont on intègre, dont on fait de la justice, etc. On peut discuter de plein de modalités. On ne peut pas discuter du fond, c'est-à-dire des choses plus désagréables pour tout le monde et qui vont être des pilules qui vont être difficiles à passer. Mais je suis d'accord avec toi, Julien. Merci, Non, il était Julien. juste frustré d'être loin du micro, c'est tout. C'est tout. Il n'était pas frustré par vos interventions. J'ai une question, on est un peu dans le technique là. Alors, la question de Jean-Michel à nouveau. Nous recevons 1300 watts par mètre carré de soleil. Ne faudrait-il pas mettre des miroirs métalliques pour envoyer l'énergie solaire plus être sobre, plutôt qu'avoir des panneaux solaires qui captent l'énergie avec un faible rendement et oublier d'être sobre? Alors, pardon, avant le plutôt que, ça implique de faire quoi pour renvoyer l'énergie solaire? J'ai pas compris. Des miroirs. Renvoyer l'énergie solaire, c'est une technique de géo-ingénierie. Ah, d'accord. Ok. Alors, Jean-Michel fait référence à une famille de solutions de géo-ingénierie qui sont les solutions de géo-ingénierie spatiale. Pas forcément. Ah bah si. Enfin, là, il faut envoyer les miroirs dans l'espace, là. Non, il y a des miroirs à terre. Hein. Ça s'appelle MIR, M-E-R. Ah oui, mais alors là, M-2-E-R. ah bah dans ce cas, la surface de la Terre qu'il faudrait recouvrir de miroirs est assez. Alors, alors honnêtement, les scientifiques, les chercheurs en géo-ingénierie plutôt, les chercheurs en géo-ingénierie, pour le coup, rivalisent d'imagination sur ce qu'on pourrait faire pour renvoyer une partie de l'énergie solaire vers l'espace. Cette solution-là, j'en ai pas entendu parler. Voilà, effectivement, pour la solution terrestre, donc non spatiale, la moins chère et jugée la plus faisable dont j'ai entendu parler, c'est renvoyer des aérosols dans la stratosphère. Celle qu'évoque Jean-Michel, alors j'en ai pas entendu parler, alors si récemment quelqu'un a envoyé un papier, je vais lire. Et après, effectivement, il y a des solutions spatiales, des miroirs dans l'espace ou envoyer un espèce de bouclier solaire dans l'espace, mais tout ça est extrêmement coûteux et lointain et c'est plus une vue de l'esprit qu'autre chose. Par contre, alors, à l'heure où l'on parle, si par exemple demain ou même dans 10 ans, on devait se lancer dans ce genre de folie, ce serait par des aérosols injectés dans la stratosphère par des avions. Et c'est pas très coûteux de faire ça. Il faudrait de l'ordre de, on va dire, 500 avions qui patrouillent dans le ciel en permanence en injectant du dioxyde de soufre ou du carbonate de calcium, donc de la craie réduite en poudre, pour faire simple, de la craie réduite en poudre, la disperser dans la stratosphère en permanence. Donc on injecte, et tant qu'on est en train de se shooter aux énergies fossiles comme des toxicomanes, on s'injecte des doses d'aérosols pour refroidir artificiellement. Donc c'est ça l'image à avoir en tête. On est shooté aux énergies fossiles et donc voilà. Bon bref. Et donc on serait shooté à la géo-ingénierie demain. Je l'espère pas. Peut-être, mais rien n'exclut. Alors j'ai pas entendu parler de ce qu'évoque Jean-Michel. Rien n'exclut qu'on ait encore d'autres idées plus ou moins farfelues demain. Cependant, le temps qu'on étudie les risques, qu'on étudie la question, le côté géopolitique de la chose, car peut-être que la Russie ne sera pas favorable à la géo-ingénierie, parce que eux, pour le moment, leur rendement blé augmente grâce au réchauffement et grâce à la hausse de concentration atmosphérique de CO2 qui a aussi des bénéfices pour les plantes. Hein. Les climato-sceptiques nous le rappellent et on est au courant, mais bref, parfois, bon. Voilà, même le Sahel, pour le moment, non seulement ils ne sont pas si touchés que ça par le réchauffement parce qu'il n'y a pas d'amplification thermique en Afrique, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais aussi la mousson est poussée vers le nord par le changement climatique et le Sahel reverdit. Donc pour le moment, leur dire écoutez, on va revenir au climat d'il y a 50 ans, ils ne seraient pas forcément si fans. Bon, bref. Je peux donner d'autres exemples parce que, bon, bref. Mais géopolitiquement, c'est compliqué cette affaire. Techniquement, alors on peut imaginer des choses qui sont plus ou moins foireuses avec des conséquences qu'on n'aura pas anticipées. On se dit ah ouais zut, voilà. Mais aussi géopolitiquement, c'est compliqué. Merci. Est-ce que Loïc veut dire quelque chose là-dessus?
Ouais, mais moi je suis toujours dubitatif. Alors, il y a une question, ça me fait penser à la question de Florian et à la réponse de Cyrus. Je vais essayer de rebondir là-dessus. C'est Alors la attends, notion. on va la Non, mais lire, tu sais. ouais, Florian posait la question de ce qu'on peut faire par rapport à la culture low-tech dans nos sociétés. Alors, nous, on a testé une idée qui marche bien et qui plaît bien notamment aux décideurs. C'est la notion de right tech, c'est-à-dire de technologie adaptée à un problème. Il y a des fois, ça sera du low-tech, il y a des fois, ça sera de la technique un peu plus sophistiquée. Je m'explique. Si je veux réduire très rapidement mon empreinte carbone, j'utilise plus ma voiture dans ma ville et je prends le vélo. Et oui, Pauline, c'est une solution urbaine. Et globalement, j'ai beaucoup réduit mon impact et ça, c'est très low-tech en fait. Ça demande pas beaucoup de moyens. Il y a plein de choses qui peuvent être faites de manière très low-tech. Typiquement, tous les bâtiments industriels peuvent avoir des toits peints en blanc avec des plus ou moins de techniques. Il y en a qui utilisent des coquilles, des résidus de coquilles pour améliorer la technique de réflexion, l'effet albédo. Et donc, mais ça reste très low-tech. Et des fois, par contre, pour de la médecine, pour des choses très précises, notamment en milieu rural où il manque de médecins, de la télémédecine ou de la consultation à distance, etc., peut être un palliatif où la technique va aller chercher une amélioration sociétale. Donc, il ne faut pas opposer la technique euh, au low-tech. Il faut juste que la technique soit utilisée à bon escient. Et moi, par contre, la géo-ingénierie, alors il a raison, Cyrus, quand il dit que ça coûte pas cher. 500 avions, pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 100 000 vols d'avions par jour. Donc, s'il faut que 500 avions pour faire des aérosols, c'est très peu. Mais je pense que le problème, c'est qu'on ne mesure pas les effets pervers. Et moi, les miroirs au sol, je me dis, quid de la biodiversité dessous et quid en fait, de l'utilisation alternative des terres. C'est-à-dire que souvent, quand on a un usage de quelque chose, on se prive de tous les usages alternatifs. Et moi, je plaide pour qu'on réfléchisse à ce qu'on appelle l'impact d'opportunité. Si j'utilise une terre pour faire je sais pas moi, un magasin ou un hôpital, mais tous les usages alternatifs de cet espace sont impossibles. Et il faut vraiment acculturer les gens à cette question. Euh, à chaque fois que je prends une décision, je ferme un champ des possibles ou j'en ouvre un de manière positive ou négative. Et c'est jamais uniquement unilatéral. Et je crois que c'est ce travail que fait bien Adaptation Radicale avec les 4 R et qu'il faut continuer. Même si c'est frustrant, même si on ne gagne pas le combat culturel, il faut continuer à faire ce travail-là. Ok, merci Loïc. On le voit notamment, il y a une problématique aussi sur les terres agricoles et avec les panneaux solaires qui sont en concurrence et qui, de par leurs subventions et de l'argent qui est disponibilisé pour les mettre, sont en concurrence directe avec une production agricole. Et voilà, donc il y a toute une question là-dessus, effectivement. L'agrivoltaïsme, du coup, oui, Cyrus, tu veux dire quelque chose dessus, je t'en prie. Oui, c'est une question importante que tu soulèves parce que le photovoltaïque est une part importante de la transition qu'on est supposé faire. De toute façon, ça ne peut pas être une transition 100% sobriété. La sobriété peut faire au mieux la moitié du chemin, que ce soit pour des raisons d'épuisement des ressources ou de climat. De toute façon, il faut sortir des énergies fossiles. Comme les gens ne sont pas si chauds à faire de la sobriété, il faut aussi, mais même si c'est super chaud, on ferait la moitié du chemin. Donc le reste, il faut le faire par des énergies alternatives. Bon, le solaire en est une importante. Le nucléaire se porte pas super bien, voilà. L'éolien, ça a des limites. Enfin, le solaire, c'est une part importante. Et une part du solaire, entièrement, c'est l'agrivoltaïsme. Il y a de la marge pour faire du solaire autrement. Les estimations que j'ai entendues, c'est à horizon 2050. C'est pas que j'ai entendu, c'est ce qui est dans les plans, pardon. C'est 100 000 hectares en France couverts d'agrivoltaïsme d'ici 2050. 100 000 hectares sur 28 millions d'hectares de surface agricole utile. Alors moi, ça ne me fait pas plaisir d'artificialiser 100 000 hectares, quand bien même, on peut dire les maisons individuelles, les routes, les hypermarchés, c'est pire, mais bon, ça ne me fait pas plaisir que le solaire. Ce qu'il faut trouver, c'est des moyens de suspendre les panneaux au-dessus des prairies ou des cultures pour que ce soit compatible avec l'agriculture. Donc il faut mener des expérimentations qui sont en cours et même certaines qui sont menées
pour, par exemple, que les agneaux, pardon, pas les agneaux, les moutons ou les vaches broutent en dessous des panneaux et que les panneaux même puissent rendre l'herbe en dessous plus résiliente face aux sécheresses grâce à l'effet d'ombrage. Tout ce que je raconte, c'est vraiment des trucs en cours. Aujourd'hui, l'agrivoltaïsme, ça ne recouvre que 2000 hectares, hein, donc entre 2000 et 100 000, bon, on ne sait pas comment seront recouverts les 98 000 hectares suivants. Et j'aimerais que voilà, ce soit recouvert de manière durable. Donc il faut absolument militer pour une compatibilité entre production agricole et production énergétique et non une concurrence. Voilà. Ok, effectivement, c'est un enjeu qui est important, hein, qui prend beaucoup de place aujourd'hui. Il y a des réglementations qui viennent en appui à ça, mais une réflexion intéressante, effectivement. On a une question d'Annie dans le chat, je vais la lire. Quelle réponse apporter aux personnes, notamment de la nouvelle génération, qui ne croient plus à des réformes venant des pouvoirs publics ou des entreprises, qui pensent que la désobéissance civile ne convient pas au regard de l'urgence des enjeux et qui entrevoient l'action directe et violente comme seule et dernière réponse pour faire évoluer nos responsables? On passe à autre chose. Là, on est dans le dur. Loïc, Alors, qui s'y colle Ouais, merci. Alors, moi, je suis toujours embêté avec ça parce que je suis en droit et en philosophie morale conséquentialiste. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une position de principe, j'étudie les résultats en fait d'une proposition donnée. L'action directe, si on considère que l'action directe est légitime, on considère aussi que d'autres peuvent penser que leur action directe est tout aussi légitime. Et on le voit aujourd'hui avec le terrorisme et on le voit aujourd'hui avec la montée de l'extrême droite. Moi, j'ai une extrême droite assez virulente par chez moi. Ils ont le sentiment que leur préoccupation est tout aussi légitime. Et donc, du coup, si je comprends cette volonté de radicalité, n'oubliez pas que moi, on a vu collectivement mourir Rémi Fraisse, mais nous plus particulièrement parce que c'était chez moi. J'ai conscience que cette proposition-là peut s'avérer problématique à terme. Et donc, du coup, je fais partie des gens qui considèrent qu'il faut continuer, même si ça a des défauts, à promouvoir les solutions juridiques. Attends, répète la dernière partie de ta phrase, on n'a pas entendu. Moi, je considère que j'essaie de voir en fait des conséquences. Et je pense que le droit nous protège et qu'il faut considérer que c'est le droit qui a raison, même s'il ne va pas assez vite. D'accord. Parce que si on considère que le droit ne va pas assez vite, que les décisions ne vont pas assez vite, et qu'on passe dans l'action directe et violente, on risque d'avoir d'autres personnes avec d'autres visions du monde qui vont aller eux aussi vers des actions directes et violentes. Et donc, la seule solution, c'est de rester dans le champ de la démocratie et dans le champ du droit. Merci beaucoup. Loïc, peut-être Cyrus, tu veux dire quelque chose? Oui, alors évidemment, c'est une question. Alors, moi, je suis révolté, donc effectivement, comme c'est la personne qui a posé cette question, et je suis révolté depuis très longtemps. Donc, c'est la tentation de la violence. Enfin, très clairement, si j'étais à la tête d'une armée 100 fois plus puissante que l'armée américaine, le monde ne ressemblerait pas à ce qu'il est aujourd'hui. Le fait est que ce n'est pas le cas. Voilà, donc ça, je pense qu'il faut le prendre en compte. Nous n'avons pas de moyens de pression. Et je pense que c'est une donnée d'entrée stratégiquement à prendre en compte. Et il y a une autre donnée d'entrée qui est, mettons de côté les questions de légitimité, parce que c'est un terrain glissant, parce que, bon, bah, entre guillemets, ils détruisent la vie sur Terre, donc nous serions tout à fait légitimes à entreprendre à peu près n'importe quoi. Mais ça, c'est bon. Se pose la question après de l'efficacité. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Et dans le contexte actuel, je suis dubitatif. Et tous les parallèles sur la Révolution française et la Résistance et Jean Moulin et Nelson, je sais pas, les Black Panthers et compagnie, je m'y retrouve pas. Alors on pourrait en parler des heures, mais ça me paraît pas si valable. Le fait est que en prolongement de ce qu'a dit Loïc, avec lequel je suis d'accord, donc je ne vais pas le répéter, alors, les modes d'action efficaces.
développer de la technologie, promouvoir la sobriété, attaquer, entre guillemets, les salauds en justice, ça marche. Peut-être pas assez vite, mais c'est un vrai levier. Les attaques en justice de ceux qui n'ont pas respecté les accords de Paris. Et c'est en train d'émerger. Je sais que ça demande de la patience et que c'est frustrant pour tout le monde ici, notamment pour les jeunes qui sont révoltés à juste titre. Et je partage tout à fait. J'ai été jeune moi-même et je suis au moins tout aussi révolté que quand j'étais jeune aujourd'hui. Les voies légales sont une vraie voie. Et puis les voies de désobéissance civile type Notre-Dame-des-Landes, A69, etc., qui sont globalement non violentes, même si là, la frontière peut devenir floue. Franchement, j'ai écouté John Palais au Festival de la Décroissance, qui est 100 fois plus expert que moi, 1000 fois plus, et j'ai été absorbé par son discours. Mais à la fin, lui-même reconnaissait la définition entre violence et non-violence n'est pas si claire. Donc, à la limite, si c'est pas si clair pour les experts, continuons de parler sans avoir défini. Et prenons au cas par cas. Notre-Dame-des-Landes, c'est exemplaire. Maintenant, l'État sait que lorsqu'il viendra avec un gros projet écocide actuel, il aura quelqu'un en travers de son chemin. S'il n'existait pas cette révolte ou cette opposition, il est évident que et l'État et les industriels auraient les mains libres pour faire n'importe quoi. Et grâce à Notre-Dame-des-Landes, ce n'est plus possible. Donc il faut persévérer dans cette voie. Des voies violentes où un flic mourrait ou des innocents mourraient, ce serait, à mon sens, se tirer une balle dans le pied, ce serait marquer un but contre notre camp. Voilà. Ok. Mais Annie, il faut bien que tu comprennes que Cyrus et moi, je pense qu'on a un immense respect pour ces jeunes et on comprend la colère. N'oublie pas que nous, on travaille sur l'éco-anxiété et qu'on a avec Pierre-Éric, et qu'on a des niveaux de souffrance chez ces jeunes liés à leur lucidité sur l'état du monde qui ne peuvent pas nous laisser indifférents. Moi, j'ai eu la chance, Pablo m'avait fait l'amitié de me passer des lettres de gamins qui s'étaient suicidés après avoir lu ces bouquins, et je comprends cette souffrance. Moi, j'ai eu un entretien des jeunes filles qui me disaient qu'elles voulaient se faire des ablations de l'utérus pour pas avoir d'enfants. On a réussi à les convaincre de ne pas le faire en leur disant qu'elles seraient dépendantes de l'industrie pharmaceutique et du capitalisme uni. Tu vois, donc moi, j'entends des souffrances et je ne peux pas juger ces jeunes-là et je les comprends. Et peut-être que je serais comme eux à leur âge, mais notre rôle, entre guillemets, d'intellectuels ou de gens qui réfléchissons sur ces questions, c'est d'essayer d'être conséquentialiste et d'essayer de voir ce que produit ce discours-là. Mais en même temps, moi, je pense qu'il faut les aider, les accompagner, les entendre, ces jeunes-là, ne pas les juger et essayer de travailler avec eux. Et si vraiment ils vont pas bien, leur conseiller d'aller voir des psychologues spécialistes de ces questions. Pierre-Éric a toute une patientèle sur ces questions. Merci Loïc. Alors je me permets juste de rappeler qu'Adaptation Radicale, on a vraiment, ça fait partie de notre raison d'être, d'accueillir justement les émotions qui accompagnent la prise en compte et l'intégration des données autour de l'effondrement. On essaye justement de pas se cacher les uns aux autres et ni à soi-même, d'assumer, entre guillemets, d'avoir des émotions très très fortes, quelquefois déroutantes et qui font mal en fait. Et on essaye justement d'accepter ces émotions parce que les refouler, malheureusement, ça ne règle rien. Alors on n'a pas de solution, mais on a une posture d'accueil de ces émotions et ça fait partie de ce qu'on veut faire et ce qu'on va continuer à faire pour celles et ceux qui en ont besoin. Et nous, on en aura aussi encore besoin les uns avec les autres. On essaye d'être très solidaires là-dessus. Merci beaucoup. On a une autre question peut-être. Samson, je crois, qui posait une question alors qui était un petit peu différente sur un autre thème. Si j'ai bien compris, la baisse de la natalité est un indicateur d'effondrement. Y a-t-il des effets pernicieux à cette baisse? Entre parenthèses, en pays riche, c'est bien cela, ou c'est que du bénéfice pour la terre-mère? Je peux commencer. Non, excellente question. J'ai parlé de la Chine tout à l'heure et l'Italie est dans un contexte semblable. Alors, l'Italie accueille davantage d'immigration pour faire tampon face au vieillissement. La Chine, pour l'instant, non, et le Japon, pas du tout. Donc, le Japon est
commence à dire. Je pense que derrière cette question, il y a la prise en charge du vieillissement et du coût que ça induit. Les personnes âgées, qu'il faut évidemment prendre en charge, produisent peu et consomment peu, et dans notre modèle actuel de PIB, de croissance et de machin, ça induit un coût sur la société. Ce qui peut être d'ailleurs, des facteurs d'accélération de l'effondrement. Le vieillissement, c'est un vrai sujet dans tout ça. Bon. Et au Japon, le Premier ministre a dit récemment, on commence à arriver à un stade, parce qu'ils ont, on va dire, 20 ans d'avance sur le reste du monde sur cette question-là, où la société ne peut plus fonctionner. En même temps, ils ont 0 immigration. Donc, il faut se poser cette vraie question qui est profonde. Donc, effectivement, la population qui baisse, on peut se dire c'est super sympa, moins d'embouteillages, moins d'humains, moins de consommation, moins de terres occupées. Enfin, là, je ne vais pas faire un cours maintenant sur les bénéfices potentiels de la décrue démographique. Vient évidemment une contrepartie qui est le vieillissement, le fait aussi qu'on ne sait pas actuellement gérer une économie en décrue démographique et donc en décroissance, toutes choses égales par ailleurs. On ne sait pas gérer, on ne sait pas comment faire avec un PIB qui décroît, une population qui décroît. On ne sait pas comment gérer les systèmes sociaux. Bon, bref, on ne sait pas. Comment l'État évite la faillite dans un. Bon, c'est une très bonne question parce que c'est une expérience qu'on va traverser dans le siècle qui vient, effectivement. Excellente question. On va voir comment on s'adapte. Bon, de manière sociétale, effectivement, se pose la question de mettre plusieurs générations sous un même toit. Mais si les gens font pas d'enfants, ou un seul qui est loin ou avec lequel ils sont fâchés, comment on met plusieurs générations sous un même toit dans cette situation-là? Donc, effectivement, mettre plusieurs générations sous un même toit, c'est un levier. Et après, c'est pas comme dans les années 60 où on mourait à 70 ans. C'est les années 2020 où il y a Alzheimer, il y a Parkinson, des maladies dégénératives. Donc, c'est pas si facile de gérer, prendre en charge le vieillissement. Il faut tout un tas de structures, des professionnels, etc. Et dans un monde de plus en plus contraint, est-ce qu'on aura les moyens de faire ça? Donc, je ne suis pas en train de donner une réponse forcément très positive, mais sachez que je vais juste donner un chiffre, au-delà de ce que je viens d'évoquer. Sur le marché du travail, l'Allemagne, si on ne fait rien, on va dire, si on prolonge les tendances actuelles, en 2035, il manquerait 7 millions de travailleurs sur une population de 80 millions de personnes. Donc j'imagine de l'ordre de 50-60 millions d'actifs. Je donne des règles de 3, je n'ai pas le chiffre exact. Donc il manquerait 7 millions de travailleurs en Allemagne d'ici 10 ans. Et ce, malgré l'immigration importante venue de Syrie depuis 10 ans. Donc ça ne suffit toujours pas, il manque encore du monde en Allemagne. Donc ce n'est pas qu'une question de vieillissement, c'est aussi une question de faire le travail nécessaire pour faire tourner la société. Donc excellente question. Mais j'ai essayé de poser les termes du problème. Voilà. Alors moi, je me pose la question, juste avant de redonner la parole à Loïc, s'il veut intervenir là-dessus. Ces calculs qui sont faits là pour savoir le nombre de travailleurs qui manquent, c'est à croissance constante. Comment c'est calculé et c'est avec quel type de fonctionnement Ma question, c'est toutes choses égales par ailleurs, donc avec une croissance quand même faible. Parce qu'on est déjà en situation de croissance faible. Donc, ce n'est pas des calculs faits en cas d'effondrement, entre guillemets. Par contre, l'Italie, tenez, je vais prendre un exemple très concret. L'Italie, en ce moment, sans parler de 2035, machin. L'Italie, donc, ça fait 15 ans qu'ils ont une croissance zéro, voire 20 ans qu'ils ont une croissance zéro. Et qu'ils n'ont pas non plus à immigration zéro. Il y a quand même de l'immigration. Giorgia Meloni a été, elle est d'extrême droite, voilà. Bon, le patronat l'a porté, a fortement contribué à la porter au pouvoir parce qu'elle a promis des déductions fiscales et machin. Elle revient un peu pas la queue entre les jambes, je ne sais pas comment on dit pour les femmes. Après avoir fait tout un tas de promesses, on va stopper l'immigration, machin, on va se retrouver entre Italiens de souche ou je sais pas quoi. Là, aujourd'hui, le patronat lui demande de rouvrir les vannes de l'immigration parce qu'il manque de la main-d'œuvre.
alors même qu'on est en situation de croissance faible. Parce que concrètement, il faut quand même faire des chantiers, il faut quand même soigner les gens, il faut quand même, il y a du boulot, même en situation de croissance faible, il y a quand même des terres agricoles à cultiver, enfin, il y a quand même du boulot. Peut-être même plus qu'en situation d'abondance énergétique demain. Donc il y aura besoin de main-d'œuvre. Donc c'est un vrai sujet. Enfin, pardon, c'est une excellente question. Peut-être que je m'excite pour rien, mais non, mais ça pose la question de l'intégration au sens culturel de population, de l'accueil qu'on leur réserve, est-ce qu'on est prêt à en accueillir encore plus qu'aujourd'hui. Enfin, c'est un vrai sujet au moment même où l'Afrique, voilà, la guerre du Tigré, les guerres au Sud-Soudan, voilà, beaucoup de situations, entre autres climatiques, qui fait qu'il y a des réfugiés. C'est des grands mouvements de population. Voilà. Et pour l'instant, on ne sait pas bien faire et on ne les accueille pas du tout dignement. Donc, une grande question sur politiquement et sociétalement comment on va faire pour régler cette question, en tout cas pouvoir l'aborder sans haine et avec un minimum d'humanité, ce qu'on n'arrive pas trop à faire. Loïc, peut-être tu veux intervenir? Ouais, mais alors, déjà, quand on parle de décroissance de la population pour Terre-Mer, il faut être très précis. Je veux dire, on est 8 milliards à peu près sur Terre. Le milliard le plus riche qui correspond à l'Occident émet 60% du CO2 et est responsable de globalement cette même proportion de consommation de ressources et de pollution. Et le milliard le plus pauvre d'individus sur Terre est responsable de 5% des émissions de CO2. Ce qui veut dire que si on vit comme les 5 milliards de plus pauvres, qui n'est peut-être pas souhaitable, on peut être quasiment 10-12 milliards sur Terre sans problème. Si on vit comme des Occidentaux, on ne peut pas être plus de 2 milliards. Donc ça, il faut reposer les choses. Donc ça veut dire que la question démographique n'est pas tellement liée et pas une question en soi, c'est une question qui est liée au mode de vie. Et si on n'interroge pas le mode de vie, on ne peut pas interroger la question démographique. Alors après, le vieillissement des populations, c'est assez facile à calculer. L'INED, l'Institut national des études démographiques, en France, connaît à peu près le nombre de personnes qui sont nées à une espérance de vie, connaît le nombre de migrants et donc était capable de projeter le nombre de personnes qu'il y aura sur le marché de l'emploi 10, 20, 30 ans après. C'est comme ça que sont faites des hypothèses et on fait des hypothèses où on va intégrer les gains de productivité, c'est-à-dire est-ce que 10 personnes fabriquent plus ou un peu moins, et donc est-ce qu'on gagne ou on perd de l'emploi, et donc pour avoir des ordres de grandeur, c'est colossal parce que la population active en Allemagne c'est autour de 45 millions, en France c'est 30 millions, en Italie c'est 25 millions. Donc vous voyez les chiffres de manque de population qu'énonce Cyrus, c'est colossal. C'est quasiment 20% de la population active allemande. Donc, voilà, il faut avoir les ordres de grandeur en tête. Et donc, du coup, après, la question qui se pose, c'est comment on intègre les gens et comment on fait. En sachant que moi, cette question de migration me pose problème, notamment sur la médecine. Aujourd'hui, manquant de médecins un peu partout, on a tendance à vouloir faire venir des médecins de l'étranger. Un médecin, ça coûte à peu près 1 million à former. Et donc, là, à chaque fois qu'on fait venir un médecin de l'étranger, on dépouille un pays pauvre. Il faut en avoir conscience. Et donc, ça pose un problème. Et après, on renforce les problèmes de chaos et d'instabilité dans ces pays-là. Et donc, toute la question, en fait, ne peut pas être réglée uniquement par le prisme de l'Europe. C'est-à-dire que tant qu'on ne réglera pas les questions d'inégalité nord-sud, et de développement aussi du Sud et de stabilisation des régimes au Sud, on n'aura pas de questions. Et en disant ça, j'ai conscience que ça pourrait être interprété comme une espèce de néocolonialisme ou comme une espèce de volonté d'ingérence. Mais non, en fait, c'est juste qu'il y a une question de valeur. Qu'est-ce qu'on veut proposer comme valeur, comme rapport au monde au sens humanité, et comment on peut avoir une réflexion sur ces questions-là. Et je n'ai pas la solution, mais je pense qu'il faut acculturer les gens. En fait, moi, je crois à l'éducation populaire. C'est qu'à chaque fois qu'on fait de l'éducation populaire, on évite des problèmes. Et moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé avec les Gilets jaunes au moment des Gilets jaunes, avec les gens un peu dominés culturellement.
Et à chaque fois qu'on travaille avec eux, on crée de l'empowerment, c'est-à-dire on crée des capacités qu'ils ont à comprendre les problèmes et donc à essayer, de par eux-mêmes et où ils sont, de trouver des solutions. Et après, en sachant que moi, je me tiens, alors ça fait facile, cette neutralité axiologique, mais souvent, ils me disent qu'est-ce qu'il faut faire. Je dis, mais c'est pas à moi de dire ce qu'il faut faire. À partir du moment où on a posé le problème politique, je redeviens un simple citoyen. C'est pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne peux pas répondre à cette question. C'est collectivement qu'on doit se poser cette question de ce qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, je peux juste donner des éclairages. Écoute, Loïc, on arrive sur la fin de cette entrevue qui était super riche. On a pu aborder beaucoup de choses. Donc, déjà, merci infiniment à toutes celles et ceux qui ont assisté en ligne et en public, en direct avec nous à cette entrevue et à ce débat de clôture de nos premières journées nationales d'adaptation radicale francophone. Merci à Cyrus et merci à Loïc d'être intervenu. Merci à Paul qui est parti déjà, qui a eu la gentillesse de venir nous faire un petit coucou. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu ça possible avec des soucis techniques un petit peu effondristes. Voilà, on a dû s'adapter et merci de votre gentillesse, de vos sourires, 1001 qui ont fait chaud au cœur. On vous embrasse très fort. Pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. On a besoin de vous, on a besoin de plein d'idées, on a besoin d'énergie. Donc, sentez-vous les bienvenus. Merci et au revoir à toutes et tous. Merci Loïc. Merci Cyrus. Merci, c'était vraiment c'était chouette et stimulant.